Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Cette nuit, ce soir, c'est avec Maurice Barrès que nous allons partir en voyage. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture des Déracinés. Nous allons retrouver notre héros, notre protagoniste, en tout cas François Sturel. Nous en sommes au chapitre 3. Il est dans une pension à Paris et l'endroit où il crèche organise notamment des soirées le jeudi soir. Il rencontre une jeune fille de laquelle il a envie de s'occuper, plus ou moins. François Sturel est vraiment tombé du lycée comme de la lune. Il regarde cette jeune fille, lui sourit parce qu'elle lui est agréable, sympathique, mais ne s'inquiète pas même de son nom. Depuis 6 jours installé à la villa, il ignore qu'il est assis auprès de mademoiselle Thérèse Allison, sa compatriote. Mais il découvre tout à coup qu'il aimerait causer avec elle de l'avenir. Madame Allison avait épousé un industriel brutal et débauché. Elle s'abstint de plaider en séparation par crainte de nuire à leur fille. Elle passe 10 mois de l'année en voyage et à Paris avec la jeune Thérèse, qui eut gêné son père désireux d'user en pacha de ses ouvrières. Dans une existence errante, dans une existante errance, Madame Allison, profondément imbue des idées d'une petite ville, se préoccupe surtout d'éviter les soupçons que soulève aisément une femme négligée. Mais cette honnête volonté supplée mal au bon sens qui lui manque. Que font ces dames dans la maison Coulonvaux ? À la vie d'appartement trop isolée et par là peu convenable, Madame Allison préfère les mœurs au grand jour de la pension. Et puis, d'agréables connaissances qu'on y fait aident à former la jeunesse. C'est par une suite de ces raisonnements des conditions où la vraie nature de la jeune Lorraine s'est voilée. C'est par une suite de ces raisonnements gauches et puérils que la pauvre femme a placé Thérèse dans des conditions où la vraie nature de la jeune Lorraine s'est voilée. C'est mieux. Il est mauvais de faire voyager les petits-enfants et aussi les âmes des femmes. Les meilleurs sont d'un seul paysage. La multiplicité des contacts a si bien vaincu la timidité chez mademoiselle Allison et la variété des séjours si forts réduit ses préjugés qu'elle paraîtra aisément suspecte à une société fortement encadrée. Quelle injustice! Tous ces milieux et quelques-uns si ardents n'ont pas mis sur l'âme de cette petite Lorraine le hâle léger que le soleil impose aux baigneuses de Carlsbad quand il en fait d'éphémères tziganes. Il faudrait plutôt l'admirer. Dans ces vies libres, sans entrave de parenté ni de mœurs familiales, où toutes coutumes sont confondues, quelle fermeté, quelle dignité sont nécessaires. Sous des climats qui pourraient saisir parmi ces jeunes gens les plus désœuvrés, les plus aimables, quel courage, quelle opiniâtre résistance. Que de dangereuses victoires ne dut-elle pas remporter chaque saison dans ces pays de volupté de la rive niçoise au Danube, où tout intéresse les sens. Un instant de faiblesse, une inattention par griserie, bonté. Voilà pour en profiter les plus cruels amants, jeunes, forts et qui semblent rêveurs, uniquement préoccupés de l'art de vaincre avec grâce. Mademoiselle Allison traverse ses foyers comme une enfant qu'on taquine et sans faire aucune réflexion, sinon que les impertinents et les importuns pullulent. Cette candeur qui n'est pas de l'ignorance, mais une franchise tout à fait plaisante dans ses regards et dans ses gestes. De taille moyenne, avec les détails les plus attrayants, elle se développe d'ensemble et trouve dans tous ses mouvements la ligne naturelle. Elle s'est montrée des épaules adorables, des mains et des pieds comme de petits bibelots qui ne sont pas faits pour l'usage. Comment croire ce qu'elle dit ? Quand j'étais petite fille, j'avais toujours les doigts déchirés, le corps marqué de bleu et de noir pour avoir joué avec les garçons et grimpé aux arbres. Elle ne se méprend pas sur l'impression très vive qu'elle produit. Sa figure d'un teint clair
enveloppé d'amples cheveux châtains, est illuminé de bonheur et de confiance. Tout le malheur est que cet enfant a pris dans son cosmopolitisme la dangereuse faculté d'emprunter le ton et l'allure de chaque milieu. Elle y sacrifie sa manière propre. Avec un tempérament naissant, Mademoiselle Allison avait des lumières qu'on trouve seulement chez les jeunes femmes déjà averties par la vie et des curiosités qui leur viennent quand elles sont blaises et des premiers succès mondains. Sur la réplique de Françoise Turel, elle goûta, sans le déterminer nettement, ce qu'il y avait de saveur chez cet être composé de désir et de dédain. Eh bien, monsieur Resté, j'aime à danser. Il est vrai, mais avec ceux qui dansent aussi parfaitement que moi. Il n'y en a pas ici. Nous causerons de votre Jean-Jacques. Le jeune homme, au lieu de répondre, feuilleta son livre et tendit à la jeune fille la lettre 33 de Julie à Saint-Preux. Ah, mon ami, le mauvais refuge pour deux amants qu'une assemblée. Quel tourment de se voir et de se contraindre. Il vaudrait mieux 100 fois ne pas se voir. Comment avoir l'air tranquille avec tant d'émotions? Comment être si différent de soi-même? Comment songer à tant d'objets quand on n'est occupé que d'un seul? Mademoiselle Allison s'étonna du tour que donnait à leur entretien ce jeune homme qui, pendant 6 jours assis près d'elle au repas, n'avait point su lui adresser un mot de politesse. Elle lui rendit le livre sans observation, mais d'un air glacé. « Tout le monde ici m'offre des leçons », pensa le jeune homme. Et très placidement, il déchira la page. « Puisque cette lettre vous déplaît, il n'y a plus qu'à la supprimer. » On se levait de table et la jeune fille suivit sa mère dont le regard de mouton endormi irritait l'injuste François. « Ce pauvre garçon, se disait-elle, a gâché son volume pour une susceptibilité peut-être absurde que j'ai eue. Ce n'est pas tout à fait le petit pion que j'avais cru les premiers jours. Il avait dans ses yeux un éclair qui a réveillé toute cette table de dormeurs. » La nouvelle Héloïse vient d'un cabinet de lecture où le jeune homme s'achemine. En longeant le Luxembourg plein de ténèbres, ce petit Lorrain, rêveur et positif, se dit « C'est à relire toujours, pour apprendre ce que les grandes personnes appellent les sentiments tendres. Ces 3 volumes gardés pendant 3 jours me coûteront 18 sous. À ce prix, on doit trouver un exemplaire passable sur les quais. J'ai abîmé celui-ci. Il va falloir que j'en donne le prix fort. Et puis, il se répète la phrase sublime de Julie à Saint-Preux, dans son billet posthume. Adieu, mon doux ami, quand tu verras cette lettre, les vers rongeront le visage de ton amante et son cœur où tu ne seras plus. Douloureuse caresse des mots dont frissonne un enfant sous la nuit. Auprès de telles syllabes, liées par un auteur qui connaissait l'amour, la musique et la solitude, les 17 ans d'une fille et sa fraîcheur manquent de romanesque et ne sauraient contenter un novice qui tâtonne au parvis mystérieux de l'amour. Sturel s'étonne un peu de ce livre où les mouvements de 2 êtres jeunes sont dévoilés, excusés et glorifiés. Julie parfois l'offense et lui semble vulgaire. Son objection n'est point que dans ces pages de la sensualité mêle ses épanchements à l'éloge de la vertu, d'une telle manière qu'on ne sait plus les distinguer. Sa répugnance va contre la nature même, dont l'écartèrent les méthodes artificielles du lycée. Innocent, encore et même peu capable d'imagination précise, s'il pense une seconde à Thérèse Allison, il ne se représente ni ses seins, ni ses hanches, ni même la douceur de ses mains. Elle lui paraît seulement une difficulté à vaincre. À cette époque, indifférent aux arbres, aux prairies, au coucher de soleil et n'ayant sur l'amour que des renseignements de bibliothèque, il n'y pouvait trouver que des plaisirs d'intrigue, d'orgueil et de jalousie.
Jeune bête royale aux reins souples, aux griffes désœuvrées, il se préoccupe de cette jolie fille comme du premier bruit au taillis sur sa route de chasse. Aux étalages de l'Odéon, où malgré le courant d'air froid, le peuple universitaire tâche de lire au gaz vacillant les livres non coupés, quelqu'un l'interpella. Il posa les Rousseau qu'il comparait aux siens et reconnut Racado. Ce vieil honoré lui emprunta 5 francs et lui dit « Tu ne reconnaîtrais pas le petit Mouchefrein. Il a appris au régiment une faculté de boire extraordinaire. Nous avons en 8 jours avalé notre mois. » La grosse main nue de Racado, tenant une pomme demi-gelée, faisait peine à voir sous la bise. « C'est ton dîner ?» dit Sturel, croyant plaisanter. « Mais oui, Mouchefrein est entré avec la Léontine dans un restaurant où nous avons plusieurs fois mangé. On lui fera crédit. Il peut toujours amener une dame. À 3, on en refuserait. La Léontine, c'est ma maîtresse. Je dîne d'une pomme que lui a donnée un de ses amis. » Les jeunes Français, bien différents des étudiants étrangers qui partagent leur vie au quartier latin, ne tiennent pas à paraître, n'éprouvent aucune gêne d'exposer leur pénurie. Même les fanfarons de misère abondent. Cependant, Racado s'étendit avec complaisance sur les 100 000 francs que lui avait laissés sa mère. Il était majeur depuis 1 mois et saurait bien les exiger. Ayant travaillé pendant 1 année chez un notaire de Pont-à-Mousson, et aujourd'hui 5e clerc dans une étude du Faubourg Saint-Germain, il connaissait de belles affaires absolument sûres pour un capitaliste. Et il retrouva ses avantages jusqu'à plaindre l'isolement de Sturel. « Viens avec nous ce soir. Nous avons un rendez-vous entre camarades de Nancy. Le brave Mouchefrein, Renaudin, qui maintenant écrit partout, Suré-le-Fort, qui fait son droit, pour aller chercher Römerschpacher vers 4 heures du matin à Gare de l'Est. On passera la nuit. » De son honorable bourgeoisie provinciale, Sturel avait dans le sang une fierté qui le rendait incapable de faire des avances et d'en repousser. On le blessait aisément et il craignait toujours de blesser. Il ne savait pas solliciter les intimités de son goût et le premier venu dans le premier instant s'imposait à lui. Cette disposition naturelle s'accrut dans les longues habitudes d'encanaillement et la promiscuité du collège. Mais il cachait sous ses apparences faciles une farouche indépendance et une révolte perpétuelle que trahissaient les jeux d'une physionomie infiniment mobile. Ils entrèrent dans une brasserie de la rue de Médicis, où devaient les rejoindre leurs amis, et Racado mangea une salade de pommes de terre. On se demande où mènent les fastidieuses études qu'on impose à la jeune bourgeoisie. Elles mènent au café. Mobilier malpropre, services bruyants et familiers, chaleur de gaz intolérable. Comment demeurer là, sinon par veulerie? C'est compromettre son hygiène morale plus fâcheusement qu'en aucun vice, puisqu'on n'y trouve ni passion ni jouissance, mais seulement de mornes habitudes. Voilà pourtant le chenil des jeunes bacheliers qui sortent des internats pour s'adapter à la société moderne. À marcher, le fusil en main, auprès des camarades dans les hautes herbes avec du danger tout autour, on nourrit une amitié de frères d'armes. Si cette vie primitive n'existe plus, si l'homme désormais doit ignorer ce que mettent de nuances sur la nature les saisons et les heures diverses du soleil, certains jeunes gens, du moins, cherchent dans des entreprises hardies, appropriées à leur époque, mais où ils payent de leur personne à dépenser leur vigueur, et ils échangent avec les associés de leur risque une sorte d'estime, bien différente de celle qu'on prodigue à la respectabilité d'un chevalier de la Légion d'honneur. Comme ils sont une minorité, ces oseurs. L'immense troupeau consume sa poésie à espérer qu'il sera fonctionnaire, cartonnant, cancanant et consommant ces demi-mâles, ou plutôt ces molles créatures que l'administration s'est préparées comme elle les aime, attendent au café, dans un vil désœuvrement rien que leur nomination.
successivement, Suret-le-Fort, Renaudin, Mouchefrein et la Léontine arrivèrent. Celle-ci les dégoûta. Mais la face de Racado, toujours penchée vers elle, était illuminée d'une tendresse crapuleuse. Cette grande blonde, plus fadasse qu'un café au lait de concierge, épouse infidèle d'un limonadier verdunois et que Racado, par son bel air sous l'habit d'artilleur, avait débauché pendant son volontariat, commença de raconter avec l'audace que donnent les jupons de basses histoires de table tournante. Puisqu'un Suret-le-Fort, tout raide de volonté, tout ardent sous sa figure congelée, pareille à ses pâtes frites, enveloppant un glaçon intact et qu'apprécient, dit-on, les Chinois, puisqu'un Renaudin déjà fait âpre par les difficultés, mais consolé derrière son monocle par les ennuis de chacun, est vraiment le type de celui qui s'amuse aux exécutions capitales, puisque l'énorme honoraire Racado tout onctueux de passion, puisque cette petite fripouille de Mouchefrein et notre Sturel aussi, dans leur 20e année, et touchant à toute minute de leurs mains, de leurs genoux, de leur corps brûlant cette table de marbre qui les entoure, ne la font pas danser jusqu'au plafond. Que parlez-vous, femme léontine d'énergie, capable de soulever des guéridons? Elle raconte à ces messieurs comment elle a connu Racado à l'établissement. C'est le café qu'elle gérait à Verdun, dans des séances de spiritisme. Même que la seconde fois qu'il est venu, la table, excusez-moi, l'a appelé cochon. J'étais bien ennuyée parce qu'il aurait pu croire que je l'avais soufflé à la table. « Moi, je te savais trop bien élevé », répondit Racado avec un affreux sourire d'amour. Renaudin se mit à glousser de joie. Ils redevinrent, pour la dernière fois de leur vie, des petits chenapans d'écoliers qui se cachent de rire et se mouchent. Si Bouteiller était là, dit Sturel à Renaudin, il te mettrait encore à la porte. Au nom de Bouteiller, les figures vieillirent de 10 ans. Ils se rappelaient qu'ils avaient des appétits. Suret-le-Fort, le jour même de son arrivée à Paris, avait déposé chez son ancien professeur sa carte avec une lettre. « Mon cher maître, je ne veux pas abuser de vos instants et je me réserve de me présenter à vous, comme vous avez bien voulu y engager vos élèves de Nancy, le jour où j'en aurai quelques raisons. Je me suis conformée au conseil que vous avez eu la bienveillance de me donner. Vous m'avez dirigée vers le barreau. Je viens terminer à Paris mes études de droit. » Naturellement secret, il tue sa démarche et pour détourner... « Avez-vous suivi l'enterrement de Gambetta? J'ai accompagné la délégation de la Mollet. »« La parlotte ?» dit avec dédain Sturel. Renaudin approuva Suret-le-Fort d'être assidu à la conférence Mollet qu'ont traversé la plupart des hommes politiques. Tous se taisaient quand le reporter ouvrait la bouche. Par ses paroles, il croyait s'initier à la sagesse parisienne. Nestor, au rivage troyen, ne jouit pas d'un prestige plus incontesté. Déjà trop averti de la vie pour se plaindre, il ne leur disait pas que la disparition de la vérité venait de le précipiter et qu'il vivait péniblement d'informations offertes ça et là. D'ailleurs, il ne doutait pas que Portaliste, pour qui il avait eu une admiration sans borne, ne reprit prochainement quelques feuilles. Il était demeuré à demi naïf, ce qu'on voyait peu, et devenu à demi cynique, ce qu'on voyait fort. Son éducation se faisait par la conversation, les livres lui parlant mal. Il risquait d'être confiné longtemps aux petites besognes du journalisme parce qu'il les réussissait admirablement. Il avait une mauvaise réputation. Elle tenait au caractère de ses articles quotidiens. Pour protéger l'industrie et l'estomac de nos nationaux, il avait enquêté sur la provenance des marchandises de bazar et sur les falsifications des restaurateurs. Les intérêts qu'on blesse se souviennent mieux que ceux qu'on défend. En outre, sur sa figure de pauvre diable mal nourri s'étalait un eczéma qui excitait la défiance. Vraiment, les connaissances médicales sont trop rares. Personne ne veut croire que cette affection cutanée puisse marquer une belle âme. Injustement déprécié au moral et au physique, Renaudin connaissait la vie. Racado, tout bas,
le consulta sur l'heure où l'on pourrait avec convenance se présenter chez Bouteiller. « Que lui demanderas-tu » Mouchefrein et Racado se concertèrent du regard. Voilà, et c'est sur cet échange oculaire que nous allons nous arrêter. C'était donc Maurice Barrès et les Déracinés. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Excellente journée si vous vous réveillez et très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!